Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour, je dirais, la dernière vidéo de la situation un peu spéciale dans laquelle on est. Donc, bien sûr, je ne vous ai pas sorti de vidéo de la semaine parce que je me suis dit déjà que vous aviez peut-être, vous alliez profiter de ce temps-là pour rattraper votre retard dans les autres disciplines d'un côté, mais c'est aussi tout simplement pour moi, hein, parce que du coup, j'avais la rentrée à préparer, rentrée qui a commencé aujourd'hui, j'avais des choses à faire. Donc du coup, j'ai pu m'alléger de ces choses-là que j'ai dû faire en priorité. On avait des réunions pour pouvoir enfin du coup faire la vidéo correctement. Je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose de bâclé. Mais bon, j'imagine que ça t'a pas trop manqué, surtout concernant ce chapitre-là. Donc là, la dernière fois, on a vu la définition du produit scalaire, la règle essentielle, la formule essentielle. On a vu certaines propriétés, des propriétés de calcul littéral, notamment la commutativité du produit, l'associativité, mais aussi, on a vu quelque chose d'autre, on a vu que les identités remarquables et les règles de développement qu'on a vues dans le calcul littéral fonctionnaient. C'était dans le petit 2, propriétés. Là, dans ce petit 3, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle les propriétés originales, c'est-à-dire des propriétés du produit scalaire qui dérivent de la propriété initiale, de la grande propriété. Et dans cette propriété originale, la particularité, c'est qu'on va réussir à se débarrasser de ce cosinus entre nos deux angles. Ce que je te rappelle, hein, si je fais, bon ça tu ne le notes pas, hein, la formule essentielle de ce chapitre, c'est si je fais ça, si je veux faire U scalaire V, je dois faire norme du vecteur U fois norme du vecteur V fois le cosinus entre l'angle U et V. Et voilà. Dans ce petit 3, on va voir justement comment calculer ce cosinus-là si jamais tu n'as pas accès à cet angle-là entre le vecteur U et le vecteur V. C'est pour ça que j'ai appelé cette partie propriété originale. Comme la dernière fois, je te rappelle, hein, si jamais mon explication t'a du mal, eh ben, tu as deux solutions. Soit tu me contactes pour que j'essaye de te réexpliquer autrement, ou alors tu peux aller voir d'autres cours, notamment celui qui est sur maths éthique. Non, je n'ai pas de partenariat avec lui. C'est juste qu'il faut savoir rendre à César ce qui est à César. D'accord? Et lui, il fait un cours vraiment top, je m'en inspire énormément. Donc, si jamais tu as besoin, peut-être qu'avec sa formulation, parce que lui aussi, il a des vidéos dessus, hein, là, tu arriveras à mieux comprendre. Moi, ce qui compte, c'est que tu comprennes. Alors, du coup, on va voir ses propriétés, mais avant de faire ça, il faut que je te fasse quelques petits rappels, quelques petits prérequis sur, justement, cette histoire de normes. Alors, normalement, quand on dit ça, on est bien d'accord, c'est la norme du vecteur U, c'est-à-dire c'est la longueur du déplacement. Ce qui veut donc dire que la norme, en fait, ça se rapproche énormément de ce qu'on appelle valeur absolue. Et il faut que je te fasse un petit rappel là-dessus. Alors, c'est très simple. La valeur absolue, pareil, hein, ça se note entre des barres, sauf qu'il n'y en a que une. Et la valeur absolue, en fait, elle te dit quoi? Elle te dit, tu fais ce qu'il y a dans les barres. Si c'est positif, tu laisses comme c'est. Si c'est négatif, tu le transformes en positif. Ce qui veut donc dire qu'ici, la valeur absolue de 3 plus 4, par exemple, ce sera 7. Si je fais la valeur absolue de 3 moins 4, eh ben je dois faire le calcul 3 moins 4. Si c'est positif, je ne le change pas. Si c'est négatif, je dois le transformer en positif. Tu vois ici, je vais faire 3 moins 4, ça va me donner moins 1. Ben je dois prendre la valeur absolue de ce résultat, c'est-à-dire 1, tout simplement. Pour voir si tu as bien compris, si je fais la valeur absolue de 4 moins 8, on va faire 4 moins 8, ça va me donner moins 4. Ah, c'est une valeur absolue, donc je mets le résultat sous forme positive. Ce qui veut donc dire qu'en fait, la valeur absolue, comme la norme, nous donne un résultat toujours positif. Parce que, rappelle-toi, une norme, c'est une longueur. Dernière nouvelle, on n'a jamais de longueur négative. Donc du coup, en fait, la norme d'un vecteur, c'est en fait la valeur absolue pour les vecteurs. On a rajouté une barre ici juste pour dire que c'est bien des vecteurs, alors qu'ici on avait des nombres normaux, pour bien différencier les deux. Mais il y a aussi autre chose que tu connais, qui donne toujours un résultat positif. En effet, hein, c'est le carré. Ça, valeur absolue de 4 moins 8, ben, si je décidais d'enlever les valeurs absolues, que je décidais de mettre un carré, le résultat qui serait ici, bon, ce ne serait pas 4, bien sûr, mais il serait toujours positif. Ce serait 7. Là où je veux venir, c'est que
j'aimerais que tu me calcules ça. La valeur absolue de 4 moins 8, le tout au carré. Le carré, attention, il est dans la valeur absolue. Bah, ça, tu es bien d'accord avec moi. Étant donné que le carré, il va me donner quelque chose de positif, ici, ma valeur absolue ne sert à rien. Les deux, c'est la même chose. Dans les deux cas, je trouverai 7. Parce que le but de ma valeur absolue, ici, hein, c'est de dire que tu dois avoir un résultat positif. Il sert juste à ça. Mais le carré s'en assure déjà. Donc ici, ça, je peux le supprimer. Ben ça, c'est la même chose pour la norme des vecteurs. On en aura besoin quand on va faire ça. Et bien pareil, on va pouvoir se débarrasser de ça. Et inversement, quand on a ça, et ben on va pouvoir rajouter des normes parce que un carré, étant donné qu'il est toujours positif, et ben c'est compatible avec la norme. Ok. Ça, tu vas voir, ça va avoir son utilité. Alors, on va voir ici la première propriété. Non, nous on a vu U scalaire V, avec U et V des vecteurs différents. Qu'est-ce qui se passe si on fait U scalaire U? Donc ça, c'est la première propriété. Hein. U scalaire U, ben, si j'applique la formule qu'on a vue dans le petit 2, ben, je devrais faire norme de U, enfin norme du vecteur U, fois norme du vecteur U, fois le cosinus entre les vecteurs U et U. Ça, norme du vecteur U fois norme du vecteur U, ben, ça me donne norme du vecteur U au carré. Et ici, cosinus entre vecteur U et vecteur U, ben, c'est combien l'angle entre U et U? Ben, entre deux choses qui sont superposées, on a un angle de 0 degré. Donc on se retrouve avec fois cosinus de 0 degré. Et si tu te rappelles du cours de la trigonométrie, hein, lorsque j'ai 0 degré, ben, j'ai un cosinus qui vaut 1. Donc ici, ça va devenir 1. Cos de 0, ça vaut 1. Donc du coup, en fait, je me retrouve avec ça. Voilà. Si je veux calculer U scalaire U, ou le scalaire de U par U, ça revient tout simplement à multiplier, à mettre au carré la norme de ce vecteur-là. Donc c'est la première propriété. Originale, pourquoi? Parce qu'à la fin, tu vois, à la fin de ta formule, il n'y a plus d'histoire d'angle. C'est terminé. Ça va être comme ça pour les autres formules qu'on va voir aussi. Ok. Bon, ça, on va quand même garder ça dans un coin de notre tête, on en aura besoin à un moment donné. Alors ça, c'était du coup la première propriété. On va en voir encore trois autres. On va voir trois autres. On va apprendre, enfin on va essayer de calculer justement U scalaire V, mais sans faire apparaître le cosinus. Sans le faire apparaître. Et pour ça, du coup, ce que j'ai besoin de faire, sur la partie droite du tableau, c'est tout simplement de changer quelques petites choses. Alors, ce que je te conseille de faire concrètement pour organiser ta feuille, tu mets U scalaire V, tu laisses une petite ligne, et on va plutôt faire comme ça. Moi, en dessous, je vais te faire directement la démonstration, étape par étape. Tout simplement, pourquoi? Parce que moi, cette formule-là, comme je l'ai dit, je déteste apprendre des choses par cœur. À partir du moment où je sais comment la retrouver, je ne la prends pas par cœur. Je prends 5 minutes pour la retrouver, et ça m'aère l'esprit, c'est bien mieux. Bon, moi, je fonctionne comme ça, tu n'es pas obligé de fonctionner comme moi. Mais du coup, moi, ce que je vais faire, tout simplement, je vais retrouver cette formule-là. Comme ça, en même temps, ça te fait la démonstration. Et comme ça, une fois qu'on l'a retrouvée, on va la noter ici. D'accord? Donc, ce que tu peux faire, si tu as envie de noter la démonstration, tu peux. Sinon, juste tu écoutes. Mais dans tous les cas, tu restes concentré. C'est pas parce que tu ne notes pas que tu laisses la vidéo tourner que tu fais autre chose. Non, tu restes concentré. Alors, c'est parti. On va partir de l'identité remarquable numéro 2. On a vu qu'elle s'appliquait sur les vecteurs. Ça, comme je t'ai dit, on va pouvoir le changer et l'écrire sous la forme avec des valeurs absolues.
a vu que ça donnait quoi? On a vu que ça nous donnait tout simplement... Alors, pareil, ça aussi, on va pouvoir enlever du coup ici les parenthèses et mettre le carré à l'extérieur. Mais bon, ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement déjà d'écrire l'identité remarquable. On sait que c'est norme de U au carré moins 2 vecteur U vecteur V plus norme du vecteur V au carré. Et là, je vais faire une petite modification d'écriture. Je vais ici mettre le carré ici, puisque je vous ai dit, hein, le carré et la norme, étant donné qu'ils sont identiques, que je fasse le carré puis la norme ou la norme puis le carré, ça ne change strictement rien. Ok. Ça veut... Et là, je vais réécrire ce qui est lié par ce égal. Ce égal-là, il lie deux choses. Il lie cela et cela. Je vais les réécrire sur la même ligne. Ok. Là, tu vois, on a une égalité. Et ça tombe bien, dans mon égalité, tu vois, j'ai ça. Ce qui veut donc dire que je vais peut-être pouvoir réussir, si je suis intelligent, à isoler ça tout seul. C'est-à-dire à isoler ça. Mais si tu fais ça, tu vas trouver la formule qu'on va trouver ici. C'est-à-dire que du coup, ce que tu dois faire, le truc que j'entoure en rouge, tu le fais passer à gauche, comme ça il devient positif. Ce qui est ici, tu le fais passer à droite, donc lui il va devenir négatif. Et après, pour avoir juste la petite partie bleue, tu dois diviser par 2. D'accord? Je te montre l'étape intermédiaire pour être sûr que tu aies bien compris. Donc on a dit, on changeait ces deux-là de place. Donc ici, je me retrouve avec 2 U scalaire V, qui va être égal à quoi? Qui va être égal à norme de U au carré, plus norme de V au carré, moins celui-là, moins la norme du vecteur U moins vecteur V au carré. Ok, moi maintenant il me faut juste U scalaire V. Mais qu'est-ce que je fais? Je divise par 2. Si je veux avoir juste U scalaire V, et là j'ai tout ça divisé par 2. Et si comme moi tu es un feignant et tu n'aimes pas avoir à tracer un long trait de fraction, parce qu'on sait très bien que les fractions vous n'aimez pas, puisqu'il faut les mettre au même niveau que le signe égal, ben, ce que tu peux faire, plutôt que de faire tout divisé par 2, ben, tu multiplies tout par 1,5, c'est la même chose. 1,5 fois entre parenthèses. Voilà, elle est là la première formule. La première formule c'est celle-là, donc on va la noter. U scalaire V, ben, c'est 1,5 entre parenthèses, norme de U au carré, enfin norme du vecteur U au carré, plus norme du vecteur V au carré, moins vecteur U moins vecteur V, enfin norme du vecteur U moins vecteur V, le tout au carré. Ok. Ça, c'est la première formule. Après, la deuxième formule, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un choix. Vous voyez ici, j'ai décidé de passer par la deuxième identité remarquable parce que j'avais mon U scalaire V à un moment qui apparaissait. Si j'avais voulu, j'aurais tout à fait pu passer par la première identité remarquable. Du coup, ici, ça aurait un plus. Ça aurait été un plus. Et vous voyez qu'ici, du coup, bah, les étapes sont un peu différentes. Je devrais faire passer celui-là et celui-là à gauche. Et je devrais après diviser par 2 pour isoler mon U scalaire V. Ce qui veut donc dire que ton U scalaire V, tu as deux manières de le calculer. Soit tu utilises ta deuxième identité remarquable avec cette formule-là, ou alors tu utilises la première identité remarquable comme point de départ, et c'est ce qu'on va faire ici, pour obtenir la deuxième formule. Donc ici, ce que tu peux faire, c'est tu sautes une ligne et tu réécris U scalaire V égale. Et là, on va voir ce qu'on obtient si on démarre cette fois-ci de la première identité remarquable. Alors, c'est parti. Donc ici, on se retrouve avec ça. On est tous d'accord, la première identité remarquable, elle me dit quoi? Elle me dit que vecteur U plus vecteur V, le tout au carré, qui est la même chose que ça, je te rappelle, hein, ben c'est égal à quoi? C'est égal à la norme du vecteur U au carré plus 2 scalaire UV plus norme du vecteur V au carré. Donc tu vois ici, pareil, on a notre U scalaire V qui est dedans notre formule. On va essayer de l'isoler pour justement obtenir notre U scalaire V. Donc qu'est-ce qu'on doit faire?
on va faire passer ça et ça de l'autre côté, ce qui va nous donner une expression qui va être égale à 2 U scalaire V, et après il ne nous reste plus qu'à diviser par 2 ou à multiplier par 1,5. C'est la même chose pour terminer. Ce qui veut donc dire qu'on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec ça, moins, du coup on a dit celui-là, moins celui-là, qui va être égal à 2U scalaire V. Et comme on a dit, après on se débarrasse de ce 2-là en divisant tout par 2 ou en faisant fois 1,5. Moi je t'avoue que je préfère faire fois 1,5, comme ça mon trait de fraction il est petit, et je peux toujours le tracer un peu en biais, ça se voit pas. Quand c'est un grand trait, une petite variation, ça se voit tout de suite quand c'est pas tracé droit, et vous savez que les traits de fraction, vous devez les faire à la règle. Donc si c'est petit, vous pouvez essayer de feinter en faisant juste un petit trait rapide. Alors que si c'est un grand trait, bah, vous êtes cramé si vous n'avez pas de règle. Donc c'est pour tous. Ah, ici j'ai oublié le carré, bien sûr. Donc on se retrouve avec ça. Au carré, moins norme du vecteur V au carré, qui est égal à UV, U scalaire. Bien sûr, après, l'égalité, on peut l'écrire dans l'autre sens, ce qui va nous donner ce qu'on va écrire ici, hein, tout simplement. C'est-à-dire, au lieu de démarrer par le membre de gauche, j'ai tout à fait le droit de démarrer par le membre de droite. Donc voilà, du coup, la deuxième formule. On a 1,5, entre parenthèses, scalaire U plus scalaire V au carré, moins norme de... attendez, j'ai dit quoi? Je parle de scalaire ici. Non, non, je reprends l'écriture. Voilà. U scalaire V, c'est égal à 1,5, entre parenthèses, norme au carré du vecteur U plus vecteur V, moins norme du vecteur U au carré, moins norme du vecteur V au carré. Voilà. Et on ferme la porte. Ici, tu vois, pourquoi c'est une propriété originale? Bah parce que ici, dans mon scalaire, je n'ai plus d'angle, je n'ai plus de cosinus. Par contre, ça implique quand même une certaine difficulté, c'est de connaître cette valeur-là. Ou du coup, de connaître cette valeur-là et cette valeur-là. Si tu connais cette valeur-là et cette valeur-là, là, il n'y a aucun problème, tu connais la valeur des deux. C'est pas gênant. Ok. Alors, là, normalement, on arrive à un stade où vous devez sûrement vous poser la question, ouais, mais j'utilise comment cette formule-là? Ouais, mais elle sert à quoi cette formule-là? Ah, mais comment on applique cette formule-là? C'est normal. C'est pour ça qu'arrive la troisième formule. La troisième formule, en fait, c'est une application de la première ou de la deuxième formule, qui sont elles-mêmes une application de la propriété générale. D'accord? Donc on va réécrire la deuxième formule, et je vous fais cadeau. Hein. Normalement, je devrais vous faire la troisième et la quatrième formule, mais si vous avez compris comment on obtient la troisième formule, la quatrième formule, vous devriez être capable de la maîtriser, d'autant plus que vous n'en avez pas forcément besoin, soit vous en connaissez une, soit l'autre. C'est pareil pour celle-là, hein, la première et la deuxième. Enfin, la deuxième et la troisième, excusez-moi. Soit vous en connaissez une, soit vous en connaissez l'autre. Vous n'avez pas besoin de connaître les deux, hein, c'est pas gênant. Moi, je vais utiliser celle qu'on a notée avant. C'est-à-dire où on avait, si je me rappelle, alors 1,5. Alors, je vais prendre ici, c'était un moins. Donc ici, on avait un moins. Donc on a fait passer ça, on a fait passer ça. Ok. Donc on avait ça. Norme de U au carré plus norme de V, vecteur V au carré, moins ça. Moins la norme de vecteur U moins vecteur V, le tout au carré. Ok. Ça marche. On va appliquer ça dans un cas particulier. Et ce cas particulier, en fait, c'est le cas particulier des exercices que vous allez avoir. La plupart des exercices, on vous demande de faire un scalaire. Il y a deux solutions. Soit vous connaissez la valeur de l'angle. Dans ce cas-là, vous utilisez la formule générale qu'on a vue dans le petit 2. Ou alors, vous connaissez les longueurs et les deux vecteurs ont un point en commun. Et là, dans ce cas-là, vous allez utiliser la formule qui arrive. Alors pareil, je vais faire la même chose. Vous sautez une ligne, vous écrivez AB scalaire AC égale. Et après, moi je vous fais la démonstration en bas. Donc comme je vous ai dit, hein, vraiment si vous avez du mal à comprendre,
c'est un chapitre qui est quand même assez perturbant. Si vous avez du mal à comprendre, bah, dites-le moi, j'essaye de vous réexpliquer. Ou alors, si c'est peut-être ma formulation qui vous pose problème, allez regarder des cours sur Internet, et notamment sur Mathétique. Alors, on y va. On va essayer de voir comment on peut calculer ça à partir de ça. Alors, tout d'abord, on va faire un petit schéma. AB, AC, on est d'accord, du coup, ils ont le point A en commun. Donc, on n'a qu'à faire ça. A, ici, on met le point B, là, on met le point C. Comme ça, on a le vecteur AB ici, que je peux représenter par une flèche, et le vecteur AC qu'on a ici. Okay. On est d'accord? AB scalaire AC, ça ressemble quand même à U scalaire V. J'ai deux vecteurs multipliés entre eux. On a un qui joue le rôle de U et l'autre qui joue le rôle de V. Donc on va réécrire ça correctement. On va c'est-à-dire appliquer cette formule-là, là-dessus. Donc si je fais ça, bah, je vais me retrouver avec 1 demi. Entre parenthèses, bah, vecteur U, bon c'est le premier, donc c'est AB. Donc norme du vecteur AB au carré, mon dessin je n'aurais pas dû le faire ici, plus norme du vecteur AC au carré, moins et ben, ce qu'on a ici, c'est-à-dire le vecteur AB, la norme, moins la norme du vecteur AB moins le vecteur AC, le tout au carré. Et on ferme la parenthèse. Ok. Alors, la norme du vecteur AB au carré, bah déjà, on est d'accord que ça, la norme du vecteur AB, on est capable de l'écrire plus simplement. La norme d'un vecteur, c'est la distance du déplacement, c'est-à-dire c'est la longueur du segment. Donc tout ça, là, déjà, je vais pouvoir le simplifier. Je vais pouvoir dire que c'est AB au carré. Même chose, hein, si j'ai oublié la flèche, hein, même chose ici, la norme du vecteur AC au carré, c'est la norme du vecteur AC qui va être mis au carré. Et la norme du vecteur AC, eh ben, c'est la longueur du segment AC. Donc je le retrouve ici avec AC au carré. Ok. Maintenant ici. Ici, tout simplement, on est d'accord, j'ai une différence. Je vous ai déjà dit, hein, les différences, on n'aime pas trop. Hein. D'autant plus que je me dis, hey, j'ai une différence avec deux vecteurs qui ont la même lettre. Mais là, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passerait si je changeais en addition? Eh bien, ça marcherait. Je me retrouve avec ça. Là, si on se pose nos trois questions, est-ce que c'est une addition? Oui. Est-ce qu'ils ont une lettre en commun? Oui. Est-ce qu'il y en a un, c'est le point d'arrivée et l'autre, c'est le point de départ? Oui, mais pas dans le bon ordre. Donc, on va changer ces deux-là de place. Et comme ça, on va pouvoir faire notre relation de Chasles tranquillement et terminer la simplification. On se retrouve avec AB au carré plus AC au carré moins, on a dit quoi ici? On a dit qu'on inversait les deux, ce qui va nous donner le vecteur CA plus vecteur AB, comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien ici, ça je vais pouvoir le simplifier, hein. Je vais pouvoir écrire vecteur CB. Donc je me retrouve avec moins la norme du vecteur CB au carré. Et là, pareil que tout à l'heure, hein, ici, regarde, on avait une norme du vecteur AB, le tout au carré. Regarde comment on a simplifié. Ici, on avait la norme du vecteur AC, le tout au carré. Excuse-moi, regarde comment on a simplifié. Ici, à ton avis, comment on va simplifier? En effet, on va tout simplement supprimer tout ça. Et vu qu'en plus, on respecte le français, enfin, on a des trucs qui... On aime bien mettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Et on sait que la longueur CB au carré, c'est la même chose que la longueur BC au carré. Donc voilà, on se retrouve avec cette formule-là. Et tu vois qu'ici, ton scalaire, AB scalaire AC, regarde, il n'y a plus d'angle. Il te faut juste les longueurs. Donc si tu as les longueurs, c'est-à-dire si tu as les normes des vecteurs en question, il n'y a pas de problème. Tu peux calculer. Mais attention, dans ce cas-là, je veux bien que tu aies une lettre en commun. D'accord? Donc, fais attention. Si ta lettre en commun, elle est au début, je te conseille de prendre cette formule-là. Parce que ici, il y a un mot. Si par contre ta lettre en commun est plutôt à la fin, ouais, je te conseille dans ce cas-là de prendre l'autre formule. Ok.
Et bien donc c'est parti, il ne reste plus qu'à écrire du coup cette formule-là. Donc c'est 1 demi, entre parenthèses, AB au carré, plus AC au carré, moins BC au carré. Ok. Et donc du coup, tu as compris, hein, ce AB scalaire AC, on pourrait aussi le calculer en partant non pas de cette formule-là, mais plutôt de l'autre formule qu'on a vue juste après, celle où du coup, là j'avais un plus, là j'avais un moins, là j'avais un moins. D'accord? Ça nous donnerait une autre formule assez similaire. Ok. Donc on va voir quand même un exercice d'application, enfin un exemple d'application pour cette formule-là. Et après, on va attaquer un théorème qui est important et qui va nous permettre de clôturer cette première partie des vecteurs, ce qui nous permettra après d'attaquer la deuxième partie des vecteurs qui est plus simple. Ici, il s'agira du théorème d'Al-Kashi, qui est en fait tout simplement la trigonométrie appliquée dans un triangle qui n'est pas rectangle. Puisqu'il y a des formules de trigonométrie quand même, dans le cas où le triangle n'est pas rectangle. Alors, c'est parti. Alors, j'aurais peut-être pas dû effacer cette formule-là, on va la laisser. Hein. Donc, c'est AB scalaire AC, qui est égal à 1 demi. Voilà, ça marche. Alors, je vais regarder un exemple pas trop dur quand même, parce que je vous avouerai que je ne connais pas les exemples par cœur, hein, loin de là. Alors, donc je vais vous dessiner un triangle. Donc on va mettre exemple d'application, bien sûr. Hein. Donc, prenez votre couleur des exemples hein, pour que ça soit plus simple à apprendre. Exemple d'application. Ici, on va tracer un triangle CGF. Alors, c'est quoi ces mesures? Parce qu'en plus, il a pris les bonnes mesures. CGF. Non. F et moi G sont inversés. Alors, 7, 6, 3. Bien sûr, mon triangle n'est pas du tout à l'échelle, on est d'accord. Hein. On a l'impression que ce côté-là, c'est presque autant que celui-là. Non, hein. On s'en fiche, c'est un schéma. J'ai jamais été réputé pour ma qualité en dessin. Ça date pas de cette année. Hein. Et donc ici, j'aimerais qu'on calcule ensemble, enfin que vous essayiez de calculer CG scalaire CF. Bien sûr, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Hein. On a deux vecteurs en multipliant entre eux. Ces deux vecteurs-là démarrent par la même lettre. Un peu comme la formule qui est ici. Je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc je te laisse mettre pause. Essaye de le faire tout simplement. Essaye de voir si tu arrives à bien appliquer une formule déjà écrite. Et après on regarde ensemble. Alors du coup, CG scalaire CF, ben, ça va être égal à 1 demi de la longueur. Donc ici on va être sûr qu'on se comprenne bien. CG c'est AB, CF c'est AC. On est bien d'accord. C'est-à-dire que le A, je vais même garder le code couleur, le A de la formule, ça correspond à la lettre C de mon exemple. La lettre B, ça correspond à la lettre G. Et la lettre C de ma formule, C c'est la dernière, ça correspond à F, hein, d'accord? Donc on va réécrire tout simplement ça, sauf que ce qui est en rouge, ben, on va l'écrire en bleu, hein, tout simplement. 1 demi, ça ne change pas. A, on a dit que A c'était C. B, on a dit que c'était G, donc c'est G, en fait, tout simplement le premier vecteur, hein, comme ici. Donc on a CG au carré plus CF au carré moins. Et du coup, bah, la troisième longueur de mon triangle, c'est-à-dire GF au carré ou FG pour respecter l'ordre alphabétique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer. CG au carré, c'est 6 au carré, c'est-à-dire 36. CF au carré, c'est 7 au carré, c'est-à-dire 49.
Et FG au carré, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc on se retrouve avec 1 demi, on a dit de 36, plus 49, moins 9. Donc on a 49 moins 9 qui nous donne 40, 36 plus 40 qui nous donne 76, 76 fois 1 demi, c'est-à-dire divisé par 2, qui me donne 38. Donc ici, le scalaire vaut 38. Et on retombe sur ce qu'on avait dit précédemment, dans la dernière vidéo. Un scalaire, ce n'est pas un vecteur. Donc ici, ça fait 38. 38, c'est un réel. Votre résultat, quand vous faites un scalaire, c'est toujours un réel. Peu importe la formule que vous utilisez, il n'y a plus de vecteur à la fin. C'est terminé. Donc voilà pour cet exemple. On a mis un petit 3 propriété originale. On était dans grand 2, je crois. Je vais vérifier mon plan. On était, il me semble, dans grand 2, produit scalaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on a mis grand 2, produit scalaire. Donc on va mettre un grand 3, théorème d'Al-Kashi. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Alors, c'est parti. On va mettre un grand 3. De la même manière qu'on a mis un grand 2, produit scalaire, on va mettre ici un grand 3, théorème d'Al-Kashi. Vous avez déjà commencé par écrire théorème. Al-Kashi, je vais vous dire comment ça s'écrit. Donc c'est A-L avec un A majuscule et plus loin Kashi, K-A-S-H-I. Grand 3, théorème d'Al-Kashi. Alors, c'est parce que le théorème d'Al-Kashi c'est un grand 3, c'est-à-dire une grande partie, qu'il est aussi important que le grand 2. Vraiment, le grand 2, c'est le plus important. Le grand 3, on va dire, c'est le petit supplément. D'accord? Alors, théorème d'Al-Kashi, mais par contre, c'est un théorème extrêmement utile, puisqu'il va nous permettre de calculer des longueurs à partir d'angles. Autant les propriétés originales, on se débarrassait des angles, mais imaginons cette fois-ci on a des angles, il nous manque une longueur comme par hasard, et bon on utilise le théorème d'Al-Kashi pour trouver cette longueur-là, pour après calculer le scalaire final. Alors on y va. En fait, comme je vous ai dit, le théorème d'Al-Kashi c'est de la trigonométrie, mais non pas dans un triangle rectangle, mais dans un triangle tout simple. En fait, il se trouve que la trigonométrie, c'est le cas particulier du théorème d'Al-Kashi dans le cas où on a un angle droit. Et au-delà de ça, le théorème d'Al-Kashi, en fait, on pourrait même dire que c'est aussi le théorème de Pythagore dans un triangle qui n'est pas rectangle. Et là, c'est fort. Donc, si vous avez un triangle ABC, donc on va A, B et C, on est bien d'accord, on a des angles et on a des longueurs. On a l'angle A ici, on a l'angle B ici, on a l'angle C ici. Okay. Ensuite, on a des longueurs. Les longueurs, pour bien se mettre d'accord, ici, je ne vais pas mettre BC, ici, je vais mettre une petite lettre pour donner la longueur, et pour ne pas m'embrouiller, je vais prendre la lettre qui est pas dans l'extrême, qui n'est pas sur le segment. C'est-à-dire, je m'explique. Alors déjà, je vais inverser les deux ici, parce que ce sera plus simple pour moi. Excusez-moi. C'est pas gênant si vous voulez laisser comme c'était déjà. En plus, si je réécris la même chose, je suis un peu débile. Donc, C, B et B. Vous voyez, par exemple, ici, ce segment-là, c'est CB ou BC. Vous dites comme vous voulez. Il manque quelle lettre? Quand je dis BC, il manque A. Donc, je vais dire que c'est la longueur petit a. En fait, c'est tout simplement celui qui est en face. B, ici, et petit c ici. OK. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir noter correctement la formule du théorème d'Al-Kashi qui ressemble vraiment énormément à Pythagore. Sauf qu'ici, mon triangle, c'est un triangle quelconque. En fait, A au carré, cette longueur-là au carré, ça va être égal à B au carré, plus C au carré, plus BC cos de l'angle A. Voilà. Moins 2BC cos de A.
En fait, si tu regardes bien, on dirait que ça c'est le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, ça veut dire qu'on est dans un triangle rectangle. D'accord? On va voir justement le cas du triangle rectangle. Alors, si je peux te donner justement un moyen mnémotechnique pour le retenir, tu commences à écrire ton théorème de Pythagore, et après, ce sera moins un double produit comme ton identité remarquable numéro 2, ces deux-là. Et après, tu mets le cosinus de la lettre qui est ici. C'est pour ça que c'est important de bien faire ta figure au début. Donc, si je veux calculer cette longueur-là, je vais utiliser ça. J'aurai donc l'égalité suivante, ça au carré, qui va être égal à ça au carré plus ça au carré, comme si c'était le théorème de Pythagore, en considérant que celui-là c'est l'hypoténuse dans ce cas-là, moins 2 fois cette longueur-là, fois le cosinus de mon angle qui est en face de la longueur que je recherche. Ok, donc ça c'est le théorème d'Al-Kashi. Alors bien sûr, on va voir la démonstration. Mais pas dans cette vidéo, parce que là on est déjà à combien de temps? On est déjà à 36 minutes, j'ai pas envie non plus de vous surcharger. Par contre, ce que je vais vous demander de faire, c'est du coup de bien m'écouter pour les 5-10 prochaines minutes, pour bien comprendre en fait à quel point cette formule-là est importante. Cette formule-là, elle va vous permettre de calculer plusieurs choses. Cette longueur-là, si vous connaissez tout le reste. Cette longueur-là, si vous connaissez tout ça et ça. Cette longueur-là, si vous connaissez ça, ça et ça. Bien sûr, à condition après de rechanger là-dedans. C'est-à-dire, si je veux calculer B, eh ben, je vais écrire B au carré qui va être égal à A au carré plus C au carré, moins 2AC cos de l'angle B. D'accord, cette formule-là, il faut bien la comprendre. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières différentes. Alors là, même moi, je sens que je suis un peu flou quand je dis ça. Je reprends. Ici, vous voyez, j'ai commencé par faire A au carré. J'aurais pu commencer par B au carré. Mon B au carré, je peux l'obtenir de deux manières. Soit je vais l'exprimer à partir du cosinus de l'angle A, tout simplement en faisant passer tout ce qui est là de l'autre côté, ou alors en faisant la même logique pour écrire la nouvelle. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, B au carré, vous faites comme si c'était un triangle rectangle et que vous utilisez le théorème de Pythagore. Ou du coup, ce que vous avez ici, c'est l'hypoténuse. Donc vous allez faire A au carré plus C au carré, moins 2, vous reprenez ici vos longueurs qui sont là, tout simplement, AC cos de l'angle qui est ici, qui est en face, cos de l'angle, celui-là. Je pourrais faire la même chose avec le C au carré. C au carré égale A au carré plus B au carré, moins 2AB cos de l'angle C. Okay. Mais en fait, mon B au carré et mon C au carré ici, j'aurais pu les obtenir juste à partir de la première formule. En faisant, regardez mon B au carré, il est là, en faisant passer tout ça de l'autre côté. Du coup, mon B au carré serait égal à A au carré moins C au carré plus 2BC cos de l'angle A. Ou alors, j'aurais pu le faire à partir de celle-là. Donc, en fait, il va falloir bien regarder votre figure pour savoir quel angle vous connaissez, quelle longueur vous connaissez, et du coup, quelle formule vous allez pouvoir utiliser. Au-delà de ça, au-delà des longueurs, la formule, elle permet aussi de calculer des angles. Si je veux calculer l'angle A, j'ai tout intérêt à prendre cette formule-là. Mais pour pouvoir calculer l'angle A, il faut que je connaisse les longueurs des trois côtés. Parce que si je connais la longueur de l'angle A, je connaîtrai A au carré. Si je connais la longueur B, je connaîtrai B au carré et une partie de ce calcul-là. Si je connais C, je pourrais calculer ça et compléter le reste de la formule. Donc le théorème d'Al-Kashi, il permet de faire plusieurs choses. Il permet tout d'abord de calculer des longueurs, soit A au carré, soit B au carré, soit C au carré. Bien sûr, à partir du moment où vous avez A au carré, B au carré ou C au carré, pour trouver A, B et C, faites juste la racine carrée. Pour calculer la longueur de A, de B ou de C, vous pouvez utiliser ces formules-là, mais il y en a encore d'autres. Puisque pour calculer B au carré, je ne suis pas obligé de faire ça, mais je peux utiliser cette formule-là en faisant passer
en isolant mon b au carré, c'est-à-dire en faisant passer tout ça de l'autre côté. D'accord? Donc tout va dépendre de la longueur que vous cherchez, mais aussi de l'angle que vous connaissez. Si vous devez chercher une longueur en utilisant cette formule-là, ce que je vous conseille, c'est d'identifier l'angle que vous connaissez. Imaginons, je connais l'angle B. Eh ben, je vais écrire la formule qui fait intervenir l'angle B, c'est-à-dire celle-là. Et si moi, on me demande de calculer la longueur A, par exemple, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer de l'autre côté pour pouvoir faire ma formule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. En tout cas, normalement, on ne vous embête pas trop parce que c'est des formules déjà compliquées. Mais voilà, on ne sait jamais. Ok. Deuxième chose, ça peut aussi vous permettre de calculer des angles. Parce que vous avez vu, à partir du moment où on a de la trigo, on a cosinus, on peut trouver l'angle qui est à l'intérieur. Pour ça, il suffit d'isoler cosinus de l'angle et après, on fait cosinus moins 1. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Ce que je vous propose de faire maintenant, pour terminer cette vidéo, c'est en fait la démonstration, je pourrais la faire, je vous la ferai la prochaine fois, donc pour ceux qui seront en classe ou pour ceux qui seront à la maison, hein, peu importe. Rassurez-vous, ça aussi, je vais vous parler 2-3 minutes de ce qui va se passer pour la suite. Mais là, déjà, on fait l'exemple parce qu'il faut que vous voyez une application du théorème d'Al-Kashi pour comprendre en fait comment ça peut marcher. C'est important avant la fin de la vidéo. Donc, on va prendre un triangle ABC, hein, on va rester original. Donc, on va mettre exemple d'application. Donc, on a notre triangle ABC. Pareil, hein, je ne vais pas respecter les longueurs comme d'habitude. Alors, on va aussi essayer de coller à l'exemple au maximum. Donc, vous connaissez ces longueurs, 4, 5 et 6. Alors, si vous connaissez les longueurs et que je vous dis que c'est un exemple d'application du théorème d'Al-Kashi, forcément, je vais vous demander de calculer un angle. Ici, l'angle que je vais vous demander de calculer, ça va être celui. Ça va être l'angle A. Donc, il va falloir prendre une formule où, bien sûr, l'angle A intervient. Dans la formule du théorème, donc là, maintenant, je te laisse mettre sur pause, excuse-moi, mets sur pause et essaye de me trouver l'angle A vaut combien. Et après, du coup, on regarde ça. Alors, du coup, si tu as relancé, c'est que soit tu as trouvé, soit tu es complètement bloqué. On va voir, dans le cas où tu as trouvé, si c'est juste. Dans le cas où tu es bloqué, ben, je vais donner petit à petit des indices. Dès que tu sens que ça te débloque, tu mets sur pause et tu essaies de trouver, c'est important. Alors, moi, je veux trouver mon angle A. Si je veux trouver mon angle A, il faut que l'angle A intervienne dans la formule. Si mon angle A intervient dans ma formule, c'est-à-dire que je vais prendre la formule où il y a cosinus de l'angle A. Si je dois prendre le cosinus de mon angle ici, ça veut dire que je dois commencer par ce côté-là. Donc ici, le théorème d'Al-Kashi va commencer comme ça. BC au carré va être égal à AC au carré plus AB au carré moins 2 fois, c'est ces longueurs-là, 2 fois AC fois AB fois le cosinus de l'angle. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer. BC au carré, c'est 4 au carré, c'est-à-dire 16. 16 est égal à 6 au carré, c'est-à-dire 36, plus 5 au carré, c'est-à-dire 25, moins 2 fois AC fois AB, c'est-à-dire 2 fois 6 fois 5, 6 fois 5, 30, 30 fois 2, 60, cos de A. Donc on se retrouve ici avec, excusez-moi, moins 60 cos de A. Donc bien sûr, ce qu'on va faire, nous ce qu'on veut c'est cos de A, donc on va isoler cos de A, donc deux manières, soit je fais passer le moins 60 cos de A à gauche et le 16 je le fais passer à droite, comme ça j'ai directement quelque chose de positif, ou alors je fais passer tout ça à gauche et après je diviserai par moins 60, soit l'un soit l'autre. Moi je vous avouerai que j'aime bien dès le début avoir des choses positives, donc je vais faire en sorte de les avoir maintenant, ça je le fais passer à gauche et le 16 je le fais passer à droite. Je continue ici, donc on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec 60 cos de A qui va être égal à 36 plus 25, c'est-à-dire 61. 61 et 61 moins 16, 61, 45.
Donc cos de A, cos de l'angle A, ça va être 45 sur 60. Donc 45 sur 60, bien sûr, je vais le simplifier. Hein. Je vois tous les deux qui sont dans la table du 15, puisque je suis habitué tout simplement à ce que 45, c'est 3 quarts d'heure, donc 3 fois 15, et 60, c'est 4 fois 15, puisque je suis habitué aux horaires. Hein. Donc ici, c'est 3 quarts, 45 sur 60. Donc du coup, l'angle A, ça va être égal à cos moins 1 de 3 quarts. Ça, on tape ça sur notre calculatrice. Alors, cos moins 1 de 3 divisé par 4. Ce qui nous donne environ 41 degrés. On va aller un peu plus loin. Environ 41,41 degrés. Ça fait quelque chose de symétrique. De part et d'autre de la virgule, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà. Après, on n'oublie pas bien sûr une phrase réponse. Hein. L'angle A mesure environ 41,41 degrés. Ok. Donc du coup, vous voyez qu'ici, le théorème d'Al-Kashi, si on ne sait pas comment les formules fonctionnent, dès la première ligne, on va écrire n'importe quoi. Donc vraiment, hein, c'est important. Regarde bien comment la formule fonctionne. Si tu n'as pas bien compris comment elle fonctionne, reviens un peu en arrière quand je l'explique. Si tu n'as toujours pas compris, envoie-moi un message. Ou alors, essaye de voir sur d'autres cours, peut-être qu'ils ont d'autres astuces. Moi, vraiment, mon astuce, c'est tout simplement, j'écris le théorème de Pythagore en considérant que le côté en premier que j'écris, c'est l'hypoténuse. Donc j'ai ça au carré qui est égal à ça au carré plus ça au carré, moins 2 fois les longueurs que je viens d'écrire sans leur carré, fois le cosinus de l'angle qui est en face du côté que je cherche. Bon, ça a l'air d'être un moyen mnémotechnique bizarre, mais moi ça marche pour moi, hein, donc forcément. Et donc du coup, on va voir un truc. Je viens de penser à un dernier truc qu'il faut qu'on voit, j'en ai pour 2 minutes, il n'y a rien à écrire, juste à bien écouter. Comme je te dis, cette formule-là, on dirait un peu le théorème de Pythagore. Mais le théorème de Pythagore, tu vois, il y a toute cette partie-là qui ne marche pas. Enfin, toute cette partie-là, pas qui ne marche pas, excuse-moi. Toute cette partie-là qui n'existe pas. Mais en fait, je peux t'assurer que dans le théorème de Pythagore, ça il y est. Il est juste caché. Je te propose de regarder ça ensemble. Alors, on va faire un triangle GD EFG. Donc ça, pareil, tu ne le notes pas. Moi, je vais le faire en rouge aussi, tout simplement parce que le rouge, je trouve, ça passe mieux au tableau. Quand le rouge fonctionne, bien sûr, ce qui n'a pas l'air d'être forcément le cas. On va prendre ici un triangle DEF, rectangle. Ici, tu es d'accord avec moi, EF au carré, si j'applique mon théorème de Pythagore, si je fais la première égalité, ça au carré, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ED au carré plus DF au carré. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si EF au carré, je veux l'écrire avec le théorème d'Al-Kashi? Ça, je vais le faire en bleu. Si j'utilise le théorème d'Al-Kashi pour faire EF au carré, ça veut dire que je prends cette longueur-là, je commence par cette longueur-là, donc ça va être celle-là au carré plus celle-là au carré, c'est-à-dire comme le début en fait. Hein. Moins 2 fois ces longueurs-là, donc 2 fois ED fois DF, fois le cosinus de l'angle qui est en face, c'est-à-dire de l'angle D. Ok. Là, tu es d'accord avec moi? De toute façon, que tu sois d'accord ou pas, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Hein. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, tant pis. Hein. Alors, regarde, on a EF au carré ici, on a juste ça. Là, on a EF au carré, on a tout ça. Et en plus de ça, on se retrouve avec ça. Et dans les deux, j'ai EF au carré. Et dans les deux, c'est des formules qui marchent. Pourquoi? Parce que le théorème d'Al-Kashi, je t'ai dit, il marche dans tous les triangles, donc dans le triangle rectangle. Et le théorème de Pythagore, il fonctionne dans le triangle rectangle, ce qui est le cas ici. Ça veut donc dire que tout ça et tout ça, c'est la même chose. Alors, est-ce que c'est surprenant? Eh bien, on pourrait y croire. Mais c'est possible, à condition que quoi? Tout ça, ça va être la même chose que ça, à condition que ça, c'est rien du tout. Si ça vaut rien, j'ai bien la même chose. Et pour que ça
valent rien, et ben il faut que, vu que j'ai que des produits, il faut que j'ai au moins l'un des facteurs qui est égal à 0. ED, c'est une longueur, j'ai un triangle, il n'est pas plat, donc ED est différent de 0. DF, pareil, ça ne peut pas être 0, parce que c'est un triangle, c'est bien défini. Cos de D, est-ce que cos de D ne serait pas égal à 0 des fois? Je te laisse regarder sur ta calculatrice. L'angle D, ici, on sait, il vaut combien hein? C'est cos de 90 degrés. Et ben, regarde sur ta calculatrice si, comme par hasard, cosinus de 90 degrés ne ferait pas 0. Ou alors, tu connais peut-être tes valeurs de cosinus grâce à un chapitre trigonométrie, je sais pas, qu'on aurait vu avant des fois. Et bien, en effet, hein, cos de 90 degrés, si tu le tapes sur ta calculatrice, ça fait 0. Donc, tout ça vaut 0. Donc, en fait, quand tu as un triangle rectangle, tu peux utiliser le théorème d'Al-Kashi au lieu du théorème de Pythagore si tu en as envie. Mais au-delà de ça, eh ben, tu comprends que ton théorème de Pythagore ici, il vient du théorème d'Al-Kashi. On s'est juste dit, ok les gars, le théorème d'Al-Kashi marche dans tous les triangles, mais hey, on a un triangle où on connaît les angles. On a le triangle rectangle et le triangle équilatéral. Et ben, pour le triangle rectangle, hop, Pythagore s'est dit, hey les gars, mais en fait, ne soyez pas cons, c'est facile. Voilà. Bon, après, historiquement, je ne sais pas qui a trouvé qui en premier, hein, parce que je suis nul en histoire, je ne connais pas les dates, mais ce serait, voilà, si c'est dans ce sens-là, ben voilà, le théorème de Pythagore est un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Et si c'est Al-Kashi qui l'a trouvé après Pythagore, ben dans ce cas-là, on doit se dire que Al-Kashi est une généralisation du théorème de Pythagore. Ok. Du coup, cette première partie sur les vecteurs est terminée. Donc on a fini les rappels, on a vu le produit scalaire. Maintenant, il va nous rester à voir d'autres petits théorèmes, un peu comme le théorème d'Al-Kashi. On a 3-4 théorèmes à voir. Et après, ce chapitre-là sera terminé. Et il ne nous restera plus que 2 chapitres avant la fin de l'année. Malheureusement, on n'arrivera pas à terminer le programme à temps. Mais rassurez-vous, ce n'est pas grave. Car j'ai vu avec tout simplement mon inspecteur, hein, on a reçu des directives. Ah oui, là, le cours est terminé. Donc, si tu veux rester pour écouter des informations, tu peux. Si tu en as marre ou tu ne veux pas, ou je sais pas, fais ta vie, hein, c'est pas gênant. On a reçu des directives, bien sûr, suite à ce trimestre exceptionnel. Bien sûr, il est dur d'envisager qu'on arrive à terminer le programme. Donc ça, du coup, ça soulève plusieurs difficultés et plusieurs questionnements. Mais c'est rassurant de savoir qu'on sait que, en tant que professeur, qu'on n'est pas tenu de finir le programme. Alors, pour nous, heureusement, j'ai eu du flair. J'ai commencé par les chapitres les plus importants, comme je vous l'ai dit, pour justement qu'on puisse passer le maximum de temps dessus pour bien comprendre. Ce qui veut donc dire que pour ceux qui vont prendre la spécialité mathématique, qui vont continuer la spécialité mathématique l'année prochaine, rassurez-vous, la majeure partie de ce qui est important a été fait. Il nous reste un chapitre important, c'est justement le chapitre qu'on va voir après, c'est les probabilités. L'autre chapitre qu'on aurait dû voir pour voir justement tout le programme de première, ça concerne les droites et les vecteurs directeurs et vecteurs normaux des droites. Ça, je me suis renseigné, c'est pas très grave, on peut le refaire rapidement en terminale. Donc, ce n'est pas grave d'un point de vue du programme. Ce qui est important d'un point de vue du programme, vraiment, c'est les chapitres qu'on a vus et le chapitre probabilité qui va arriver. C'est-à-dire second degré, dérivée, exponentielle, suite, vecteur et probabilité. C'est vraiment ceux-là qui sont extrêmement importants, avec vraiment un une très forte importance pour les premiers chapitres, et notamment suite, second degré et dérivée. Ces 3 chapitres-là sont extrêmement essentiels, sont vraiment des piliers du programme de terminale. À ce pilier-là, il se rajoute des petites choses comme les vecteurs, c'est pour ça que je fais les vecteurs. Vous avez des vecteurs en première, et notamment ces petits théorèmes-là qu'on va voir aussi après, et aussi les probabilités, parce que vous avez quand même une partie assez conséquente des probabilités. Donc ça, c'est d'un point de vue du programme, rassurez-vous, ça va. Ça va vous demander du travail, mais ça va. Ensuite, pour la reprise des cours, donc lundi, il y en a qui vont revenir, d'autres qui ne vont pas revenir pour des raisons X ou Y raisons, on s'en fout. Ceux qui vont revenir, ben vous allez être en classe, vous allez suivre le cours. On va bien sûr commencer par refaire un petit bilan, un petit rappel. Quand je dis bilan, ce n'est pas un bilan noté, hein, c'est juste refaire un petit état des lieux des chapitres qu'on a vus pendant le confinement, c'est-à-dire trigonométrie et vecteurs. On va prendre une semaine complète pour revoir ensemble les rappels, pour revoir ensemble le chapitre, pour remettre les choses au clair sur ces chapitres-là. Ce qui veut donc dire que pour lundi,
surtout ceux qui vont venir, relisez les 2 chapitres et entourez les endroits qui vous posent problème, ou alors plutôt le contraire, s'il y a beaucoup de choses, entourez les endroits où c'est bon. C'est-à-dire, en fait, quand vous venez, tout simplement, il faut savoir ce que vous savez, ce que vous avez compris, ou alors il faut être capable de me dire ce que vous n'avez pas compris. Donc après, vous organisez en fonction de la quantité. C'est qu'une seule formule que vous avez comprise, vous avez compris, bah, vous entourez cette formule-là, vous dites, monsieur, que cette formule-là que j'ai compris. Et encore, je suis pas sûr. Pour ceux qui vont être en distanciel, il va être extrêmement important d'être très ponctuel, d'être très présent, d'être très dynamique. C'est-à-dire ceux qui vont être là, bah, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont là. On est capable de les voir, on est capable de voir leur travail et de juger leur travail. Pour ceux qui vont être en distanciel, bah, la seule chose qu'on saura de vous, c'est ce que vous nous montrez. C'est-à-dire votre participation sur la plateforme quand on mettra des messages, les travaux que vous nous rendez quand on vous demande de rendre des travaux. Donc du coup, il va être extrêmement important d'être très actif dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, quand vous allez avoir votre conseil de classe du 3e trimestre, bah, croyez-moi, ça va principalement être, pour ceux qui sont à distance, hein, sur les travaux que vous nous avez rendus, sur les interactions que vous avez avec nous. S'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de travaux rendus, vous partez mal. Donc du coup, pour ceux qui vont être à distance, comme vous l'avez compris, comme je l'ai fortement sous-entendu, hein, le travail va continuer sur la plateforme. Et du coup, cette fois-ci, ça va être plus hardcore que pendant la période de confinement. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, vous allez faire la même chose que ceux qui sont en classe. Donc ceux qui sont en classe, eh ben, s'ils sont en classe pendant 6 heures et qu'ils font du travail pendant 6 heures, il faut bien vous rendre compte que ceux qui vont être à distance, vous allez devoir travailler, sauf si vous êtes plus rapide que ceux qui sont en classe, hein, il va falloir travailler le même quota. Ce qui veut donc dire, bien sûr, alors moi, ce que je compte faire, c'est tout simplement me filmer en classe. Alors bien sûr, la caméra sera vers moi, tournée vers moi, comme ça vous, on ne voit pas vos têtes, hein, parce que je sais très bien, surtout les filles en général, qu'elles n'aiment pas montrer leur visage à la caméra, et comme ça, je suis tranquille d'un point de vue des autorisations. Juste, je répéterai les questions que les élèves me posent, ou je répéterai les remarques que les élèves font, pour que du coup, ceux qui sont à distance puissent les entendre. La vidéo sera postée dans la demi-journée suivante. C'est-à-dire si concrètement on a maths le lundi matin, ben, la vidéo de maths sera disponible lundi après-midi. Donc du coup, organisez-vous là-dessus. Vous savez que pour les maths, c'est décalé d'une demi-journée. D'accord? Ce qui veut donc dire que par conséquent, les travaux que vous devrez me rendre, ceux qui sont sur la plateforme, ben, ce sera décalé aussi d'une demi-journée. Si par exemple, j'ai demandé à ceux qui sont présents de me rendre quelque chose le jeudi matin, et bien ceux qui sont à distance, nous le rendront le jeudi après-midi, pour qu'il y ait toujours cette égalité, toujours le même temps de préparation entre le moment où le cours a été fait et le moment où ils doivent travailler. Voilà, je crois que c'est tout. Il me semble. Ouais. Et ben voilà, c'est terminé, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une fin quand même assez abrupte. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des choses que vous n'avez pas compris en mathématiques ou en enseignement scientifique, n'hésitez pas. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain cours pour ceux qui seront là. Passez un excellent week-end les premières et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.